Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la Parole éternelle pour ce magazine de la santé en bonne santé. Tous en bonne santé, c'est notre souci, que nous ayons la bonne santé de corps, c'est notre souci et c'est comme ça que nous nous levons pour lutter contre certaines maladies, pour prévenir certaines maladies, pour éradiquer certaines maladies si cela est possible en tout cas. Et chaque fois, nous avons toujours quelqu'un pour nous aider à la sensibilisation. Et donc aujourd'hui, nous parlons du paludisme, une maladie que vous connaissez, qui vous ronge peut-être, qui dérange aujourd'hui tout Congolais. Le paludisme, nous appelons cela la malaria. C'est ce terme le plus courant que nous connaissons. Alors, comment est-ce que nous pouvons lutter contre cette maladie? Mais il faut d'abord la connaître et savoir comment est-ce que nous arrivons à l'attraper et pour prévenir ou lutter contre. Et donc, pour parler du paludisme, aujourd'hui, le docteur Romain Kassongo est avec nous comme invité que nous recevons dans En Bonne Santé. Bonjour, docteur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlerons du paludisme. C'est une maladie qui tue aujourd'hui plusieurs personnes. Peut-être que vous avez les chiffres, mais nous savons seulement, avec la population, nous savons seulement que nous souffrons du paludisme et nous ne savons pas, peut-être, il y a des temps, nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons sortir de ce problème. Alors, le paludisme, comment on peut le comprendre? C'est ce que nous appelons aujourd'hui malaria. Malaria nini, est-ce qu'on peut commencer déjà par là pour ceux qui nous suivent et à la radio et à la télévision? Merci beaucoup et merci à votre chaîne qui s'intéresse à la santé, à la bonne santé, qui est l'état de bien-être complet, oui. Mental, physique, social. Et dans ça, on voit que dans la partie du bien-être physique, ça se caractérise par la survenue des maladies dans la vie de l'homme, qui sont des lésions qui peuvent entraver son bien-être. Et le cas aujourd'hui de la malaria, comme on appelle dans la communauté, si les uns appellent paludisme, c'est une maladie parasitaire donc, qui est liée à des parasites, naturellement, les moustiques, qui sont la cause. Donc ça provient des moustiques et dans la famille des moustiques, il y a différents types, mais ici il s'agit naturellement par rapport à ce que nous avons ici chez nous, c'est l'anophèle, ce type-là de moustique qui donne la malaria. C'est chez ce moustique-là, l'anophèle, que ça se développe facilement et puis l'anophèle transmet maintenant la maladie chez l'homme. Oui. C'est pourquoi on l'appelle la maladie parasitaire. Parasitaire. Oui. Et l'anophèle, je ne sais pas, il n'attaque qu'à un certain endroit ou certains pays. Est-ce qu'on peut le retrouver partout? Parce que la malaria, le paludisme, on ne le retrouve pas dans tout le pays. Est-ce que l'anophèle est seulement dans certains pays? Oui, voilà. Là, ça fait partie de la répartition de la maladie dans le monde, son épidémiologie. C'est une maladie qui est répartie dans les pays tropicaux. C'est dans la zone tropicale où on trouve beaucoup plus la malaria, ou l'anophèle, qui crée la malaria, dans 85 pays naturellement. Et comme c'est la zone subsaharienne qui est beaucoup plus touchée, la RDC fait partie. Voilà donc sa répartition. Il y a des pays, ça ne doit pas surprendre, où il n'y en a pas. Oui, tout à fait normal, mais tous les pays tropicaux sont d'office concernés par le paludisme, mais la RDC en particulier. Et donc, on pense que en République démocratique du Congo, c'est là qu'il y a peut-être le taux le plus élevé. En tout cas, ça, c'est moi qui le dis comme simple citoyenne. Est-ce que c'est plus grave ici qu'ailleurs? Oui, on fait partie des pays qui ont la grande charge de cette maladie, qui subissent, mais il y a aussi d'autres pays qui ont le même sort que la RDC. Le positionnement, ça joue aussi le rôle. L'organisation générale dans le pays fait partie des facteurs. Parler de l'organisation générale, pour être bien compris, c'est parfois aussi le moyen que le pays alloue à la lutte ou que le pays utilise comme investissement dans l'innovation de la gestion des épidémies, des pandémies ou des maladies.
Et donc, cela peut faire que la RDC soit classée en tête ou parmi les 10 premiers pays qui ont le coût, qui supportent le grand coût de la malaria ou du paludisme. Et donc, à ce niveau, on peut dire, voilà, ça concerne le monde entier. Dans l'histoire, c'est parti dans l'univers tout entier. Et de plus en plus, les pays qui arrivaient à s'organiser, éliminer le paludisme dans leur zone, jusqu'à ce que c'est resté dans les pays pauvres ou les pays à faible revenu. Alors, c'est inquiétant. Alors, on peut se dire que c'est beaucoup de personnes comme ça dans le monde qui meurent, comme je le disais. Est-ce que vous avez les chiffres des décès dans le monde dus au paludisme? Oui, dans le monde, on est à moyenne, les trois dernières années, on est à la moyenne de 640 000 cas de paludisme, comme on l'a dit. Et les plus concernés, on dirait 2 tiers qui sont concernés sont les enfants de 0 à 5 ans, qui sont concernés par le décès. Oui. Donc la létalité est plus dans la classe des enfants de 0 à 59 mois. Alors, on va arriver à savoir pourquoi ces enfants-là, mais avant cela, on doit savoir d'abord quels sont les symptômes pour comprendre que je suis malade. Avant de voir aussi les causes, on va comprendre d'abord les symptômes. Il y en a qui ont le paludisme, qui souffrent de la malaria, mais à Badjou et qu'il y a malaria, ils se disent que n'y a fièvre, tapita. Est-ce qu'on peut connaître d'abord les signes qui prouvent que ça c'est la malaria et ça ne l'est pas? Oui, les symptômes par rapport à la maladie, nous parlons d'abord en termes de la grande classe. La malaria ou le paludisme se trouve dans le groupe de maladies qu'on appelle les maladies infectieuses. Okay. Dans les maladies infectieuses, il y a des signes qui sont pratiquement transversaux. Des signes qui sont dans presque toutes ces maladies. Oui. Le comportement d'une maladie infectieuse, ça veut dire il y a un microbe, soyons plus communautaires pour comprendre, il y a un microbe qui entre dans le corps. Le corps va identifier ce microbe comme un étranger, va mettre un système de lutte. Et dans ce système de lutte, il y a là les signes qui sont pratiquement liés à cette activité que le corps va organiser pour se défendre. Alors vous allez trouver que dans ce type de maladie, on va parler de la fièvre. On peut parler par exemple de courbatures. Ils disent souvent ça grippe. Donc le corps va gripper effectivement, c'est dans le sens de libérer une partie. Quand il augmente sa température, il y a une partie des globules qui sont chargés de la lutte qui vont être mise en branle par rapport à ce signal-là. C'est justement un signal. Et à un certain moment, la fièvre maintenant va dépendre de chaque type de microbe qui entre dans le corps. Il y a là où le corps comprend qu'à telle température, ce microbe-là ne peut pas bien se développer, on peut le maîtriser. Alors le corps va ramener la température à ce niveau-là pour la lutte. C'est vrai qu'à un certain moment, les conséquences aussi de la montée des fièvres, ça peut engendrer une ou une autre chose, telle qu'on dit là, les douleurs dans le corps, ça peut faire que le corps va chauffer, ça va réveiller peut-être des maux de tête, ainsi de suite. Donc, il y a 3 signes qui ne peuvent pas échapper souvent naturellement pour les maladies infectieuses, c'est notamment la fièvre, c'est notamment la douleur qui peut se suivre et des signes, par exemple, d'épuisement. D'épuisement parce que le corps est engagé sur une lutte en dégageant beaucoup d'énergie pour lutter contre ce microbe. Ça, c'est général. Maintenant, pour le paludisme, il ne faut pas qu'on dise, donc je commençais par là pour qu'on se mette d'accord avec la population qui abusivement parfois se trouve à se soigner à domicile. Devinant qu'il s'agit de la malaria, il suffit quand on a les maux de tête, la fièvre ou les courbatures, on va dire absolument c'est la malaria. Et ce qui n'est pas souhaité. Il y a les 3 signes, bien sûr. Mais voilà. S'il faut maintenant revenir pour parler, dans le cas de malaria, on va trouver, c'est vrai, la fièvre, qui est le signe qui va alerter. On va retrouver les maux de tête, comme on a dit. On va trouver les douleurs généralisées. Si je parlais aux médecins, aux infirmiers, on allait parler de la physiopathologie
qu'est-ce qui fait qu'il y ait des maux de tête, Oui, qu'est-ce oui. qui fait... Bon, ce n'est pas important pour la communauté générale, mais au moins la fièvre, les maux de tête, les courbatures ou les douleurs généralisées dans les muscles ou dans les os, ce sont les premiers signes qui sont caractéristiques de la malaria. Oui. Maintenant, ça peut aller qu'à force de la fièvre chez les enfants, ça peut aller jusqu'à entraîner une convulsion. Ok. La fièvre peut aller jusqu'à détruire, bon, pas la fièvre forcément, le microbe là de la malaria, les trophos comme on appelle, ça peut augmenter dans les cellules, hein, les cellules du sang, les globules rouges, et les détruire. Ok. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de sang. Et quand ça les détruit, ça diminue la quantité de sang. Voilà. Et quand la quantité de sang diminue, on peut convulser, tout comme ça peut consommer une grande quantité du sucre dans le corps. Et ça fait comme une hypoglycémie, une diminution de l'énergie dans le corps. Et les nerfs vont intercepter cette baisse de sucre dans le corps. Et ça peut entraîner des convulsions aussi. Ça peut entraîner les maux de tête. Vous voyez? Donc les signes qui seront complémentaires à ces trois premiers signes, ça va être la convulsion par exemple, l'anémie par exemple. Vous voyez comment on va arriver jusqu'à expliquer pourquoi beaucoup d'enfants sont victimes. Et comme en ce moment avec leur âge, il y a la rate où se fabrique, qui contribue à la fabrication de globules rouges, qui va gonfler parce qu'ils doivent fonctionner de manière anormale pour augmenter le nombre de globules rouges qui doivent encore sortir. Et pour stabiliser, compenser avec la moelle des os qui fabriquent les globules rouges. Quand ça va entrer en souffrance, il y a ce risque de voir la rate augmenter de volume. Et ça cause un autre problème. En fait, ça fait l'ensemble des symptômes de la malaria. Donc, on va retrouver les trois premiers signes qui sont généraux chez tout le monde. Les signes généraux, donc la fièvre, les maux de tête, les courbatures. Mais chez les enfants, beaucoup plus. Il s'ajoute, ça peut ajouter la baisse de taux de sang, l'anémie, ça peut aller jusqu'à la convulsion et ça peut faire augmenter le volume de la rate et même du foie aussi. Donc on va chercher et la splénomégalie et l'hépatomégalie. Bon, on ne revient pas sur des mots. En tout cas, c'est très important de connaître ces choses. Mais il y a quelque chose aussi qu'on a remarqué dans la société. Comme je le dis, moi je suis cette femme au coin de la rue en train de constater cette maladie. Et je me dis, est-ce qu'il y a un mariage entre le paludisme, malaria et la fièvre typhoïde? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme fièvre typhoïde na malaria. Fièvre typhoïde na malaria. L'un ne marche pas sans l'autre. Est-ce qu'il y a un certain mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui favorise la survenue de la fièvre typhoïde quand il y a déjà la malaria? D'abord, encore il faut donner la précision. Là, on est vraiment du côté de la réponse. Comment est-ce que le système de santé donne des réponses devant des cas pareils? Je voudrais bien qu'on aborde ça tout de suite après, une parenthèse que je vais ouvrir et fermer. On connaît maintenant, là on a parlé de la cause, on a parlé des signes qui accompagnent la malaria. Bon, maintenant qu'on est devant ça, il faut prendre en charge. Dans la prise en charge, il est prévu de ne soigner la malaria que quand elle est diagnostiquée. Il y a donc un processus intermédiaire, c'est le diagnostic de la malaria. Le diagnostic de la malaria passe par un examen de goutte épaisse ou de TDR, test de réaction rapide, qu'on peut utiliser directement, et on confirme qu'il y a malaria. Et quand on connaît qu'il y a malaria, alors on va savoir. Pourquoi on va connaître ça à partir de l'examen de laboratoire, les examens paracliniques? C'est parce qu'on a dit tout à l'heure que ne confondez pas tout maux de tête, tout mal plutôt, tout mal de tête, toute fièvre ou courbature, que c'était égal à la malaria. Cette mauvaise connaissance induit maintenant ce que vous dites. Donc dans la communauté générale, tout le monde qui est à la pharmacie, qui est dans un kiosque quelque part, quand il sent ça, même à la maison, tout le monde va dire, écoutez, ce que je sens là, c'est la malaria. Venant même à l'hôpital, va commencer par lui dire.
Mama unasikia nini? Baba malaria ni teso. Mtoto wangu informe unasikia nini? les Mtoto wangu unasikia malaria. Même au téléphone dada habari mnalamuka ye. Malaria ndio mama. Paka tu malaria nisha kupika batoto. Ulienda kwa hospitali? Ah, hatuyaenda tuko na papatia tu dawa. Alors vous pouvez continuer à soigner toute autre chose. Malheureusement, ça ne sera pas la malaria. C'est les mêmes signes qu'on trouve, on peut les trouver aussi en cas de fièvre typhoïde, non? On peut les trouver maintenant. Voilà pourquoi les gens ont cette confusion d'associer naturellement à ça. Oui. Alors, pourquoi on peut associer? Comprenons que le diagnostic précède le traitement. Et qui peut diagnostiquer? C'est un personnel qualifié. Et le personnel qualifié ne diagnostique pas par estimation, par probabilité, il estime par conviction. Il doit être devant un résultat de laboratoire qui l'atteste. Quand est-ce que le résultat atteste que quelqu'un a la malaria? C'est quand la goutte épaisse est positive ou le TDR est positif. Et vous associez, parce que vous avez parlé de la fièvre typhoïde, quand est-ce que la fièvre typhoïde, on dirait positive ou c'est aussi la maladie qui est chez la personne? Oui, qui accompagne toujours la personne malade. Voilà. En fait, il y a des examens qu'on doit faire pour attester qu'il y a fièvre typhoïde. Et ces examens ne peuvent pas être faits dans tous les centres de santé. Donc ça ne se limite pas à avoir mal au ventre quand on a la malaria. Pas, tout ça. Il faut des examens approfondis. Quand quelqu'un a la malaria, surtout chez les enfants, ça peut... Il y a beaucoup d'explications physiologiques ou physiopathologiques qui peuvent faire qu'il y ait aussi la douleur au ventre. On vous a dit que ça peut entamer le côté de la rate, du foie. Il y a tous les mécanismes qui se passent. Ça peut aller jusqu'à faire sentir des douleurs au niveau du ventre. Mais tout le monde a une mauvaise définition communautaire, une fausse définition communautaire qui doit dire quand on a mal au ventre égale la fièvre typhoïde. Non. Le fait seulement d'avoir le paludisme, c'est un problème à part, qui n'est pas lié directement ou automatiquement à la fièvre typhoïde. Et par rapport à la fièvre typhoïde, il est toujours possible que l'examen de Widal qui est fait, qui n'est pas un examen de confirmation de la fièvre typhoïde. Malheureusement, c'est ça l'examen qui est fait partout pour qu'on dise qu'il y a aussi fièvre typhoïde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on fait l'examen de Widal, même chez moi maintenant, si on fait, ça peut signaler que c'est positif. Même chez vous. Et même quand on n'est pas malade. Même c'est important. D'ailleurs, moi, je préfère qu'on fasse maintenant qu'on découvre que j'en ai. Mais pourquoi? À quel moment on veut dire que quelqu'un souffre de la fièvre typhoïde? C'est une maladie grave. Il ne faut même pas la minimiser. La façon dont elle est annoncée banalement, de manière vulgaire, n'est pas souhaitée par nous dans le domaine de la santé. On fera ce test et sera positif chez tout le monde, même maintenant. Si c'est en termes de qualité. Qualité, ça veut dire positif ou négatif. Mais donc, la charge de ces éléments, les microbes qu'on recherche dans le corps pour déterminer qu'il y a fièvre typhoïde ou pas. C'est cette quantité de microbes qui a augmenté, qui a dépassé, qui nous fait penser, soupçonner la fièvre typhoïde. Et s'il faut alors la confirmer qu'il y a fièvre typhoïde, il faut faire un autre examen qui n'est pas dans la ville de Lubumbashi. Là, peut-être, je ne sais pas si on peut trouver des structures qui font ça. Franchement, mais c'est partout où on attrape la fièvre typhoïde. Oui. Toutes les fièvres typhoïdes, 90% des fièvres typhoïdes qui sont diagnostiquées sont fausses. Ce ne sont pas des bonnes fièvres typhoïdes. Donc, l'élément de confirmation de la fièvre typhoïde, d'ailleurs, quand on en a, ça peut même perforer les intestins. Ce n'est pas facile de parler de ça banalement, comme ça. Donc, malaria associée à la fièvre typhoïde, ça ne doit pas exister. C'est un diagnostic facile qui est au bout des lèvres. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, on découvre des choses qu'on ne connaît pas. Il y a même des femmes qui se mettent à consommer, à faire consommer aux enfants beaucoup de produits contre la fièvre typhoïde, beaucoup de perfusions, parce que l'enfant ayant la malaria a eu mal au ventre.
Alors aujourd'hui, ben, maman, on ouvre les yeux et on se dit, on ne doit pas surtout faire jouer avec certains termes qu'on utilise comme ça banalement. La fièvre typhoïde liée à la malaria, il faut avoir cette bonne confirmation que c'est cela. Sinon, si c'est juste un problème de malaria qui est accompagné des douleurs au ventre, il y a plusieurs raisons que l'on ne sait pas énumérer ici qui peuvent faire que l'enfant ou l'adulte ait aussi mal au ventre pendant qu'il souffre de la malaria. Alors, c'est très important. C'est même une occasion pour sensibiliser les mamans. Oui, les mamans. Tel qu'elles nous suivent beaucoup plus parce que ce sont les mamans qui amènent tout le monde à l'hôpital. Oui, oui. Ou qui donnent des médicaments à la maison. Il faut être prudent, surtout chez les enfants. Personnellement, je ne suis pas pédiatre, Oui. sous réserve des pédiatres, hein, mais en médecine, on a des notions qui sont déjà prouvées. Les médicaments, c'est un corps étranger aussi à l'homme. C'est un poison, en fait. Okay. Un poison utilisé pour éliminer un microbe. Un microbe. Mais on suppose que le poids qu'a le microbe et le poids que l'homme a, c'est différent. À telle dose, ça va détruire un peu de manière légère le corps du côté de l'homme, ce petit poison-là, mais par rapport au poids du microbe, quand on voit que le microbe n'a pas assez de poids par rapport à l'homme, on donne parce que ça va le détruire totalement. Ok. N'est-ce pas? C'est comme si vous donnez la même quantité de foufou chez une grande personne et un enfant. L'enfant peut manger un peu seulement, il se rassasie, n'est-ce pas? Et la grande personne reste affamée. Oui. C'est la même chose quand on donne un comprimé. On sait que pour ça le tout petit microbe, là, ça va même le tuer. Oui. Mais pour l'homme, il va rester, mais avec les petits séquelles là. Oui, oui. Alors quand on donne à un enfant, beaucoup plus quand il est encore jeune, des doses inappropriées de médicaments. C'est du poison. Ou d'autres médicaments que quand vous lisez sur les notices, on vous dira toujours interdit au moins de tel âge. Na watakuonesha umulize munganga. Même kwa bakubwa, il y a des médicaments, on vous dit seulement demandez le conseil de votre médecin. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par ça, cette sensibilisation? Les médicaments pris de manière hasardeuse, kwa mwenye mtu asijui wala wanakuandikia kwa mtu alikuwa anaisha dawa kwa pharmacie, ou bien kwa mtu hana qualifié, anajiwazia tu anakuonyesha umpatie tu dawa gani. Ukamurudishe kwanza kesho. Ile dawa kweli itashusha fièvre. Mais quel est l'autre effet qui n'est pas dit par rapport à kushusha fièvre? Oui. C'est seulement que les médecins ou les qualifiés en général vont réfléchir deux poids, deux mesures. Que donner à l'enfant, à quel moment, quelle quantité, combien de fois par jour. Tout ça là, ça rentre dans la mesure de prise en charge. Alors, quand on le fait mal, les reins de l'enfant, le foie de l'enfant, les deux éléments-là qui manipulent ces médicaments pour les diffuser dans tout l'organisme, d'un côté avec le foie et du côté des reins pour éliminer ça dans le corps, parce que ça va rester pendant tous les jours. Ça détruit le foie, ça détruit les reins et ça entraîne maintenant une seconde maladie que les mamans confondent à la fièvre typhoïde ou les non qualifiés confondent à la fièvre typhoïde. Parce que c'est la douleur des reins. Parce que c'est la douleur du foie qui n'a pas supporté les doses de médicaments que vous donnez à l'enfant depuis 2 semaines à la maison. C'est des médicaments inappropriés. Ça va faire mal au foie. Ça va entraîner la douleur de rein. Même certains enfants vont développer l'insuffisance rénale passagère ou l'insuffisance hépatique. Ça lui crée un syndrome qui va être soigné maintenant à l'hôpital comme fièvre typhoïde. Malheureusement, c'est les deux organes qui sont stratégiques. On peut perdre l'enfant à cause de ça. Parce que seulement on a voulu faire l'automédication. L'automédication. Donc là, on était franchement sur la prise en charge et en même temps sensibiliser les gens pour comprendre. Alors, ce qu'on doit faire, c'est aller consulter et suivre la prescription médicale. Voilà. Ils ont compris c'est quoi la malaria, ça vient d'où, comment ça se comporte dans le corps. Ce n'est pas isolé, ça se comporte un peu comme toutes les autres maladies qui arrivent dans notre zone où il y a les maladies infectieuses. Et pour bien confirmer ça, il faut un examen de laboratoire qui distingue très bien le type de microbes qu'il y a dans le corps en ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on va orienter les médicaments spécifiques pour ces microbes-là. Et quand on donne les traitements, on tient compte de l'âge, on tient compte du poids de l'enfant, on tient compte des médicaments qui ne sont pas indiqués chez telle ou telle catégorie, chez une femme enceinte pour ne pas détruire l'enfant qui est dans son ventre ou créer une malformation. Il y a beaucoup de raisons qui font que
les hôpitaux devraient résoudre ce problème-là. Voilà, un problème de santé publique, un problème très important. Il y a beaucoup de choses à dire autour du paludisme. On prend ce qui peut tout de suite être important à nous intéresser. Alors, est-ce qu'en passant, puisqu'on est en train de finir, les temps nous fait défaut, avant de parler de l'éradication peut-être de la maladie, si c'est possible, quelques lignes, mais est-ce que la malaria peut être transmise, par exemple, de mère en fils, donc dans le ventre? Parce que dans la cité, on se dit, Arizarika na malaria. Maman qui a la malaria, la moitié de malaria, mtoto nazarika na malaria. Est-ce que ça peut se transmettre comme ça de mère à enfant ou par l'allaitement, par exemple, la femme qui a déjà la maladie transmet à l'enfant, ou est-ce que c'est normal? En fait, la malaria, on soigne chez la femme enceinte parce que ça peut entraîner l'avortement. Ça peut entraîner le faible poids de naissance chez l'enfant. N'est-ce pas? Ça réduit la capacité à transmettre l'aliment qui passe de la mère à l'enfant. Oui. Mais la mère et l'enfant ne mélangent pas le sang. Ça, il faut noter. Donc, si on soigne la malaria chez la femme enceinte, c'est pour protéger le faible poids de naissance, c'est pour protéger l'enfant dans le sens de ça peut entraîner un accouchement prématuré ou un avortement. Pas transmettre la maladie à l'enfant. Pas transmettre la maladie à l'enfant. L'enfant peut entrer en contact avec le moustique à sa naissance. Donc, ce qui est aussi impossible de transmettre la maladie dans l'allaitement. Non. Ça ne va pas passer dans l'allaitement, ça ne va pas passer non plus. Ok. Oui. Alors, les mamans, sachez que ça n'a rien à voir d'allaiter l'enfant. On dit qu'on a malaria, mais choisir qu'on nyonyesha. Non, nyonyesha mutoto. Il n'y a rien qui peut kubamba mutoto comme malaria, ibambe mutoto parce qu'elle nyonya pana. C'est très important de savoir ces choses. Mais est-ce qu'il y a moyen d'en finir avec la malaria? Parce que c'est quelque chose qui commence un peu, une maladie qui embête la population. Est-ce qu'il y a moyen d'éradiquer? Le gouvernement pense aussi y arriver un jour qu'on ne parle plus de malaria en République démocratique du Congo. Est-ce que cela est possible? C'est possible, très possible. On doit agir à 4 niveaux différents. Au niveau communautaire, au niveau d'abord scientifique, n'est-ce pas? On doit réfléchir en termes de l'éradication, même par inversion génétique des anophèles. Oui. On peut créer un système pour inverser la génétique, donc la multiplication de ces anophèles qui n'est plus, à part la race qui est là actuellement, la masse des anophèles qui circulent. Ils peuvent arriver à un certain moment, ne peuvent plus se multiplier. Oui. On inverse leur génétique, les anophèles ne se multiplient plus. Et après une période, ça va diminuer, ça va disparaître. Et quand il n'y a pas anophèle, parce que c'est ça la cause. Oui. Quand il n'y a pas ça, il n'y aura pas malaria. Premier niveau avec les scientifiques, les chercheurs. Et ça, c'est possible. Bon, pourquoi c'est pas fait, ça c'est une autre paire de manches, un autre jour. Oui. On veut aller au niveau de l'organisation politique des pays. C'est vrai que ça va influencer les chercheurs, ce sont des pays qui donnent le moyen à leurs scientifiques pour cette première version. Mais ici aussi, dans l'organisation générale des pays, c'est par rapport à l'urbanisation, la gestion de l'environnement. Oui. À quel moment ça s'est gagné en Europe? Ils ont organisé l'urbanisation pour réduire tous les facteurs qui donnent la possibilité aux moustiques de se multiplier, donc, dont les anophèles, et aussi de résister contre, les intempéries. Ils éliminent les flaques d'eau inutiles, on laisse bien le cours d'eau ne dérange pas, mais c'est l'eau qui stagne à côté de l'homme, où ils trouvent des flaques pour se multiplier, c'est là-bas. Les poubelles aussi. Oui. La gestion des poubelles, la gestion de l'herbe autour de nos milieux de maisons. Oui. Ça peut se faire, de ce côté-là, l'État peut organiser. Ça peut réduire sensiblement. Et de l'autre côté, on peut utiliser aussi l'épandage. Il y a des produits tels que Fungorum, on a déjà essayé. À un moment, il y a un service qui passe, qui peut faire l'épandage en l'air, ou carrément dans toutes les maisons et les herbes, on met des produits qui vont tuer des moustiques. Mais pas toxiques à l'homme? Ce n'est pas dangereux on étudie toujours le risque, n'est-ce pas? L'équilibre, ça réduit sensiblement, et on a fait des investigations, on a trouvé que ça avait réduit
le paludisme dans ça. Est-ce qu'il faut le faire pour le pays tout entier? Mais non, ça aura un coût, ça doit être dans le budget public de l'État. Ça, c'est ce côté-là. Et maintenant, les autres acteurs, en quatrième position, c'est la communauté. Oui. Les églises devraient s'organiser dans la gestion de l'environnement. C'est là que l'homme aussi, l'homme écoute mieux dans l'église que parfois dans... Le pouvoir public donne le pouvoir d'achat à la population, c'est vrai. Influence sur le pouvoir d'achat pour que les gens trouvent tout ce qui est nécessaire, pour qu'ils se logent bien, pour qu'ils construisent à la limite de la normale et se protéger. Mais ils écoutent. Les pasteurs devraient jouer un grand rôle dans la sensibilisation. D'abord, eux-mêmes doivent être formés sur comment investir dans la lutte. Oui. Donc, chaque ménage connaît comment gérer ses déchets, comment gérer son environnement immédiat. Et tout le monde peut mettre de la propriété dans le quartier. Le drainage d'eau et tout, ça peut faire qu'il y ait une réduction de paludisme. Wow. Et donc, c'est la tâche à tout le monde. C'est une affaire de tous. Tout le monde peut se lever pour chasser cet anophèle de son environnement. Et si chaque maison se lève avec une ou deux personnes par maison, vous allez voir que ça sera une ville, ça sera une avenue, ça sera un quartier, ça sera toute une ville et ça sera tout un pays parce que tout le monde sera cette fois-là debout. Un mot pour finir. En ce qui concerne le paludisme, juste un petit conseil médical à donner à ces femmes qui se prennent en charge, qui prennent leurs enfants en charge médicalement ou à ceux qui négligent la prise en charge de l'environnement. Oui, je dirais en quelques mots que les femmes arrêtent de penser par présomption qu'il s'agit de la malaria. Ça, même pas les femmes, tout le monde. Oui. Ne dites pas de manière communautaire que c'est que je sens, il faut ça ni malaria. La maladie a une ça. La maladie, il y a déjà des gens qualifiés qui savent te dire c'est la malaria. Il ne va pas te dire à l'hôpital que c'est comme si. On va te dire c'est la malaria, c'est la fièvre typhoïde, c'est l'infection urinaire, on dira c'est ça. Arrêtons donc de spéculer en disant que je pense que et directement vous prenez le traitement. Ça, il faut arrêter. Les conséquences de l'automédication venaient d'en parler. Oui. Beaucoup plus pour la catégorie des enfants qu'on doit protéger, 0 à 59 mois. Oui. Jusqu'à 5 ans, on peut aller même jusqu'à 13, 14 ans, ça peut tuer. Les autres, à force de grandir, il y a des éléments qui font que parfois quelqu'un ne peut plus en souffrir. Ça a un coût sur le traitement, c'est un problème économique. Oui. Et en un mot pour les dirigeants, investissons. N'entrons même pas dans la lutte, on va se fatiguer. Investissons dans la réduction de la malaria d'ici 2030. On peut toujours trouver des solutions. En tout cas, c'est une parole à prendre. Hein. Moi, j'avais même envie de dire amen parce qu'il faut prendre ces propositions et les mettre en pratique à tous les niveaux. Le gouvernement, la population, nous les femmes de tous les jours, les médecins, les femmes et les hommes qui sont devenus des médecins dans leur maison, arrêtons. Et donc, prenons les choses en charge, chacun à son niveau pour lutter contre le paludisme, la malaria. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui en tout cas, mais prochainement, on pourra aller en profondeur avec des questions comme ça pour essayer de rester en bonne santé. La bonne santé, c'est que tous on soit dans tous les domaines sains. Et donc, merci à vous surtout, docteur, de ce passage et surtout la clarté que vous avez mise sur certaines questions liées au paludisme. On se retrouve avec vous prochainement, je suis sûre, pour une autre question de santé. D'accord, merci. Bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés jusque chez vous. On se retrouve une autre fois dans un autre numéro de En Bonne Santé pour parler des questions de santé publique. Vous nous suivez à la radio 88.4 MHz ou à la télévision. Vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Restez avec nous et vous pouvez nous contacter au 081 40 471 61 06 pour laisser votre question et on y répondra avec des invités. Au revoir et à la prochaine.